avec vous sur BFM Business. Avec vous, on répond à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Vous posez vos questions, vous réagissez à nos sujets, vous témoignez de votre propre expérience. Nos experts autour de cette table sont là pour vous répondre. Aujourd'hui, avec nous, Kautar Trojette, cofondatrice du Club de Pouvoir. Bonjour Kautar. Bonjour. Beaucoup parlé de leadership féminin. C'est ce que vous faites avec le Club de Pouvoir. Rappelez-nous en 2 mots. Tout à fait. En fait, on accompagne les femmes à asseoir leur leadership, leur présence et à exercer le pouvoir comme elles le souhaitent. On va parler de relations aussi en entreprise, d'intergénérationnel avec Élodie Gentina. Bonjour Élodie, professeure à l'IESEG School of Management. Ces sujets-là, c'est votre spécialité. Exact. Pierre Seznec est avec nous également, président. On dit Rolakin ou Rolakin ? Rolakin. Ah, c'est quoi Rolakin ? Rolakin, c'est une holding qui détient 2 sociétés, une société française qui s'appelle 1, 2, 3 roulements, qui distribue les pièces de rechange notamment sur des roulements, pièces de transmission de manière générale. Et puis une autre société qui est basée en Angleterre qui s'appelle Simply Bearings. On va parler de PME, de collaborateurs, de plein de sujets avec vous Pierre aujourd'hui. Et puis nos questions juridiques. Christine Artus est avec nous, avocate associée au cabinet K&L Gates. Bonjour Christine. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Pour commencer, une première question, c'est pour vous Kautar Trojette. Priscilla nous dit, lors d'un séminaire, mon responsable a donné mon discours à ma place en disant que ça passerait mieux si ça venait d'un homme. J'étais tellement choquée que j'ai laissé faire. C'est souvent la réaction qu'on a sur le moment. Est-ce que c'est normal d'avoir réagi ainsi et comment j'aurais pu faire autrement, Kautar ? Waouh. On commence fort déjà. Pour autant, je ne suis pas très surprise de ce genre de situation. Moi non plus, je ne suis pas surprise, mais je suis toujours aussi scandalisée par ce genre de situation. Et déjà, j'ai envie d'envoyer tout mon soutien à cette personne qui a vécu cette situation. Personne n'a envie d'être à sa place. Et puis, 3 points importants qu'on peut partager. Déjà, qu'elle n'est pas seule. Comme vous le dites, malheureusement, ça arrive souvent. Quand des personnes, je suppose que c'est le leadership qui a voulu prendre la place, on va dire, joue plus dans l'ego que dans un management plus horizontal et égalitaire. Et ça pénalise beaucoup les femmes qui ne vont pas forcément être dans cette dynamique d'ego. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette réaction qu'elle a eue de surprise et du coup de rien dire finalement, ça s'appelle de la sidération. C'est quelque chose... Encore une fois, très fréquent malheureusement. Ce n'est pas dans sa tête, elle n'est pas folle et elle n'est pas seule. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. Et le troisième point, donc cette sidération, juste pour revenir, c'est parce qu'elle était surprise. Donc, on la prend par surprise. Et puis, elle ne va pas faire scandale sur le moment. Exactement. Voilà. Donc, elle va se taire, elle va peut-être sourire. Oui, bien sûr. Et puis, rentrer chez elle et là, se dire, non, mais j'aurais dû faire ça. Ouais. Pourquoi je n'ai pas dit ça ? Pendant des jours et des jours ruminés. Donc, ça, malheureusement, c'est classique parce que, point 3, elle n'était pas forcément suffisamment ancrée. Et je ne dis pas que c'est sa faute, je dis qu'il y a tout un environnement, comme on le voit, où les personnes autour n'étaient pas bienveillantes, où il y a eu une attaque en fait un peu cachée et en dernière minute, donc on n'est pas préparé. Donc le point 3, l'idée c'est de se préparer, d'apprendre à s'ancrer, de se préparer à ce genre de situation par des exercices de respiration par exemple, mais aussi en sachant que c'est pas dans sa tête qu'il y a un véritable système qui peut permettre ce genre de dérive et donc d'apprendre à affirmer justement sa place, ses limites bien en amont pour que ces événements-là n'aient pas lieu, ne se reproduisent pas. Savoir aussi, avoir conscience que ça peut arriver, donc on se prépare. Et là, le non viendra peut-être plus facilement. Non, cette fois, c'est moi qui vais faire mon discours. Ce sera peut-être plus simple si effectivement on s'est préparé à cette situation mentalement. Exactement. Et puis, si on peut en plus rajouter une petite touche d'humour et de retourner la situation pour dire « Ah bah tiens... » Ça passe toujours mieux. C'est ça, exactement. On se retrouve dans un instant. On va continuer à en parler, évidemment. Vous restez avec nous, avec vous, @bfmbusiness.fr. Vous nous posez vos questions, vous réagissez à nos sujets. On se retrouve dans un instant. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
Sandra Gandoin. On est avec vous en direct jusqu'à 13h pour répondre à toutes vos questions sur la vie en entreprise. On a parlé de leadership féminin il y a un instant, on parlera d'intergénérationnel, de développement de votre PME, de problèmes juridiques. Posez-nous vos questions avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct jusqu'à 13h avec Pierre Seznec, président de Rolakin, Elodie Gentina, professeure à l'IESEG School of Management, Kautar Trojette, cofondatrice du Club de Pouvoir, et notre juriste, Christine Artus, avocate associée au cabinet KNL Gates. Une question pour vous, Elodie. En quoi le rapport des jeunes aux responsabilités diffère-t-il de celui des générations précédentes? Est-ce qu'ils sont plus irresponsables, moins responsables ou pas du tout? Non, en fait, je dirais pas qu'ils sont moins irresponsables ou peu responsables. En fait, c'est qu'on est face à un autre rapport à l'autorité aujourd'hui. On n'est pas face à la fin de l'autorité, mais on est passé d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Bon, je m'explique. En fait, les jeunes aujourd'hui, et donc si on reprend la dernière étude de Robert Walters, 2024, elle montre cette étude qu'un jeune sur deux n'a pas envie de prendre un poste à responsabilité. Il se dit, je suis bien à mon poste, et pourquoi prendre un poste pour devenir manager et voir comment le manager ou mon manager galère dans la vie de tous les jours? C'est pas qu'il n'a pas envie de prendre des responsabilités, c'est que plutôt, derrière, si on a besoin de comprendre véritablement les chiffres, c'est qu'en fait, s'il prend ce poste, s'il veut être manager, il veut le faire différemment. C'est-à-dire, voilà, on va parler du management un peu comme la première question par rapport aux femmes, de la bienveillance, davantage de flexibilité. Beaucoup moins de verticalité, finalement. Beaucoup moins de verticalité. Et puis, ils ne veulent pas être un manager chef, ils veulent plutôt être un manager coach, facilitateur. Et donc, il y a un autre rapport à la responsabilité. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils sont vraiment dans cette culture de l'expérimentation. Ils ont envie de prendre des responsabilités, ils ont envie d'être acteurs, ils ont envie d'apprendre en acceptant et en faisant des essais, des erreurs. Donc c'est pas la fin du management, c'est bien évidemment, mais il y a une autre manière d'être manager aujourd'hui. Est-ce que si on arrive à ça, Kautar, on pacifiera peut-être davantage ces relations dans l'entreprise, on atténuera peut-être les inégalités hommes-femmes, par exemple. Est-ce que ça peut aller dans ce sens ? Ah oui, j'en suis convaincue. Bien sûr, on a besoin de cette différence. Et c'est ce que les femmes apportent dans leur leadership. Si les hommes l'apportent aussi, tant mieux. On a besoin de ça aujourd'hui pour des meilleures perspectives pour tous et toutes. Christine, le contrat de travail, il est basé sur cette verticalité. Il est basé sur ce rapport, entre guillemets, rapport de force, rapport en tout cas de subordination entre le manager, le managé. Qu'est-ce que ça peut changer juridiquement? Est-ce que vous voyez déjà, vous, des modifications dans votre exercice? Alors, c'est vrai que le contrat de travail, et puis il y a cette notion de pouvoir de direction de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose à la fac qu'on avait appris, c'est toujours le pouvoir de direction de l'entreprise. C'est l'entreprise qui décide, c'est le manager qui décide et c'est l'équipe, d'ailleurs on appelle les subordonnés, qui appliquent les règles. On s'aperçoit que les managers de cette génération-là ont de plus en plus de mal parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ont envie de faire un peu comme ils veulent, être un peu indépendants. En plus, il y a le télétravail, donc ils ne répondent pas forcément, on ne sait pas, enfin vraiment l'autonomie. Et on a vu aussi que la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ce pouvoir de direction, elle le remet de plus en plus en cause. Alors, c'est un peu déroutant parce que on a dans le contrat de travail que voilà, les directives, elles doivent être respectées, entendues. Il y a le règlement intérieur en plus qui rappelle les contraintes du salarié. Mais en pratique, de plus en plus, le manager à l'ancienne, ça marche beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, ce sont des managers qui souffrent. Parce que cette transition-là, elle les fait souffrir. Exactement. Ils souffrent beaucoup. Et c'est là qu'on a les problèmes de communication et parfois une situation de mal-être du manager qui est perdu parce qu'on lui a toujours dit que c'est lui qui doit faire respecter les règles et qu'il doit se faire écouter. Et en fait, j'ai envie de dire, parfois... Dans les entreprises, c'est un parallèle avec les parents et les enfants. C'est plus l'éducation qu'on avait il y a 30 ans. C'est le droit à la parole et l'expression. Maintenant, on a la liberté d'expression dans l'entreprise qui est d'ailleurs reconnue par la Chambre sociale. Elodie, vous qui enseignez dans une école de commerce, c'est moi qui décide et tu m'écoutes, je pense que ça passe plus.
Exactement, ça passe plus. Et comme vous l'avez dit, c'est bien dans notre société occidentale, parce qu'on voit que si on part en Asie, dans des pays beaucoup plus collectivistes, il y a un autre rapport à l'autorité, il y a un respect des anciens. Mais dans notre société occidentale, la relation qu'on a avec nos enfants, on tend beaucoup à être sur la bienveillance, sur l'écoute active. L'enfant doit être acteur dans la famille, à l'école. Oui, et donc l'éducation positive. L'éducation positive, etc. Et donc forcément, quand il va arriver dans l'entreprise, à force d'avoir entendu, fais ce que t'aimes dans la vie, il va arriver, j'ai envie de faire ce que j'aime dans la vie et pas forcément respecter mon manager et les règles. Donc en fait, ils respectent, mais ils ont besoin de comprendre. Donc il faut prendre du temps pour expliquer. Et avec mes étudiants, c'est exactement pareil. Ma posture de professeur, elle a complètement changé. Et j'encourage d'ailleurs les autres professeurs à faire de même. C'est-à-dire que on doit passer d'un professeur sachant, où avant on était sur des PowerPoint pendant 2-3 heures, et il y a encore des professeurs qui font ça. Uniquement, on délivre le savoir, et aujourd'hui on est sur une transmission dans les deux sens. Les étudiants nous apprennent aussi, puisqu'ils ont des compétences dans le digital, dans la RSE, au niveau des langues. Et on doit être vraiment dans une posture de professeur, comme le manager, c'est-à-dire facilitateur, coach avec beaucoup de feedback. Pierre? Oui, je dirais même plus, c'est désengageant, c'est même contre-productif pour l'entreprise que d'être dans cette ancienne posture. Pourtant, Dieu sait que c'est encore développé. C'est encore développé, on peut le voir dans certaines entreprises. En tout cas, chez nous, c'est impossible de ne pas engager les collaborateurs en ayant un management participatif. C'est le management que j'appelle participatif. C'est un management où, en gros, on intègre l'ensemble des collaborateurs dans les prises de décision. Des prises de décision au niveau des managers, au niveau de la direction. Moi, j'explique ma stratégie auprès de mes collaborateurs. C'est très important qu'on puisse fixer un cap et qu'on puisse l'expliquer aux collaborateurs pour qu'ils soient engagés et qu'ils délivrent. Gardez vos arguments, Pierre, parce que j'ai une question très intéressante. On va rappeler la question du jour. Vous sentez-vous mieux ou moins bien traité par vos managers que vos collègues en entreprise? L'égalité de traitement, dans l'idéal, les nouvelles générations aimeraient bien ça en entreprise. Est-ce que c'est possible? En tout cas, on découvrira les résultats de cette question du jour à la fin de l'émission. Mais ça m'amène à cette question pour vous, Pierre. Comment justement on peut assurer une égalité de traitement entre collaborateurs ou au moins une équité? Je pense que la première chose, c'est d'être capable de fixer des objectifs et un cap, d'avoir une vision stratégique pour l'entreprise et de pouvoir la redescendre auprès des collaborateurs. La deuxième chose, c'est de pouvoir mesurer cette performance. Et c'est la mesure de cette performance qui permet d'assurer finalement l'équité entre l'ensemble des collaborateurs. Avoir un standard dans la mesure, dans ces indicateurs qui permettent de mesurer cette performance. Et la mise en place de ces standards, c'est la meilleure équité que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos collaborateurs. Donc on fait ça à la compétence. En fait, ce que vous dites là, c'est de revenir finalement à une sorte de valorisation par la compétence. Valorisation par la compétence, valorisation par la transparence. Il faut être transparent, être capable de communiquer à 360 degrés. C'est-à-dire c'est une communication descendante, mais c'est aussi une communication montante. J'appelle l'ensemble de mes collaborateurs, de mes managers, à demander des feedbacks à leurs collaborateurs sur la façon dont ils gèrent leurs équipes, sur la façon dont, sur les décisions qu'ils prennent, parce qu'il faut être capable, et ça fait partie de la génération Z, il faut être capable d'expliquer, il faut être capable de justifier les décisions qui sont prises, de pouvoir aussi associer les collaborateurs dans ces décisions pour pouvoir les engager. Vous continuez à réagir à nos sujets sur cette façon dont fonctionne l'entreprise aujourd'hui. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. On va y revenir sur ces sujets, mais j'avoue que les questions juridiques sont beaucoup plus pratico-pratiques. Aujourd'hui, vous allez voir, pour vous, Christine, on va changer de domaine. Antoine nous dit, je viens tout juste de signer mon CDI. Je viens en moto au travail. Quelqu'un a abîmé ma moto dans le parking professionnel. Je vous l'avais dit, c'est pratico-pratique. Est-ce que l'entreprise a une responsabilité ? Alors, l'entreprise n'a pas de responsabilité d'assurer la sécurité dans le parking mis à disposition. Exactement. Ouais. Mais, comme tout le temps, il y a des réserves. Donc, c'est-à-dire, il faut quand même s'assurer que la sécurité est là, c'est-à-dire que l'entretien est fait, ça c'est sûr. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le salarié qui, malheureusement, le pauvre, vient de signer son contrat et redécouvre sa moto abîmée, il faut qu'il fasse de toute façon sa déclaration et après, il donnera les coordonnées de l'entreprise. Et après, il faut voir, il y a plein de cas de figure. Ça peut être un tuyau qui tombe, c'est un défaut d'entretien du propriétaire. Là, c'est une voiture. Si c'est une voiture qui a abîmé la moto, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des caméras ? Est-ce qu'il y a des caméras dans le parking ? Donc, possibilité de regarder les caméras.
et d'identifier la personne. Et parfois, moi j'avais eu le cas où c'était finalement l'entreprise de nettoyage et d'entretien qui, avec du gravillon, là, avait envoyé partout et il y avait eu des vitres cassées. Donc là, c'est assez facile d'identifier l'origine. Simplement, il faut qu'il fasse sa déclaration, ça c'est sûr, parce qu'il y a un délai très court. Et le fait que ce soit en fait dans le parking professionnel ne changeait rien aux règles du constat, aux règles de responsabilité et aux règles de l'assurance. Non. Ça, c'est sa déclaration à lui, d'indiquer l'entreprise, le lieu. Et après, ça sera une histoire entre assureurs, sachant qu'en plus, il faut savoir si l'employeur est locataire ou propriétaire. Donc, à la fin, s'il est locataire, il peut y avoir également engagement de la responsabilité du propriétaire pour défaut d'entretien du parking. Faire vite ses papiers, quoi qu'il arrive, c'est aussi votre conseil. On va revenir à ce qui se passe dans les entreprises. Mais préparez-vous, tout à l'heure, on parlera d'excès de vitesse. Christine, j'espère que... Voilà, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment des cas très pratiques qu'on nous a envoyés. Une question pour vous, Kautar. Pauline nous dit, après des années de travail acharné, je pensais que j'obtiendrais enfin un poste au COMEX. C'est mon collègue, moins expérimenté, qui l'a eu. Qu'est-ce qui m'a manqué ? Aïe. Désolée, Pauline. C'est triste. Déjà, les femmes, en général, ne sont pas formées au code de pouvoir. Et donc, je ne connais pas Pauline, mais quelque chose qui revient régulièrement dans ce genre de situation triste et désolante, c'est les alliances. Est-ce que Pauline connaissait les décideurs ? Donc les personnes qui ont pris la décision de cette promotion, est-ce que ces décisionnaires la connaissaient, elle ? Est-ce qu'elle avait des sponsors ? Et attention, les sponsors, c'est pas pareil que les mentors. Les mentors, c'est des personnes qui vont vous guider sur votre chemin de carrière. Les sponsors, c'est des personnes qui sont dans ces décisions-là et qui vont placer votre nom au moment opportun pour que vous ayez le poste, qui vont vraiment lobbyer à votre place. Et puis, occuper l'espace. Est-ce que elle se rendait visible ? Est-ce qu'elle rendait visible ses résultats, les résultats de son équipe, de sa direction ? Est-ce qu'elle passait du temps avec les décisionnaires pour être top of mind, donc la première personne à laquelle ils pensent au moment de prendre leurs décisions ? C'est intéressant ce que vous dites. Il y a un film d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Numéro 1 avec Emmanuel DeVos et qui montre toute cette campagne de lobbying qu'il faut mener pour atteindre ces postes-là qui sont extrêmement convoités au top des entreprises, que c'est pas du tout dû au hasard et ça n'arrivera pas tout seul. C'est intéressant ce que vous dites parce que ce à quoi les femmes ne sont pas formées probablement dans l'entreprise, c'est la politique. Élodie. Oui, et je rejoins aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en fait, on parle des femmes, on peut aussi parler de critères d'âge. Là, on se réfère aussi à l'égalité dans le domaine du travail. Et donc, derrière cette question-là, c'est les soucis de discrimination hommes-femmes, mais aussi jeunes et seniors. Ouais. Et il y a des jeunes, parfois, qui nous disent aussi, nous aussi, on est trop jeunes et donc on n'arrive pas à pouvoir des postes au niveau du COMEX parce qu'on nous dit t'as pas assez de compétences, t'as pas assez d'expérience et tu dois attendre ton tour. Et donc aujourd'hui les entreprises se questionnent aussi là-dessus. Accor par exemple a été la première entreprise à avoir créé un COMEX qu'il a appelé Shadow COMEX. Donc là, à un moment, les jeunes se sont dit, mais on n'aime pas trop ce nom, COMEX de l'ombre, ça veut dire qu'on est le COMEX dans l'ombre. Et donc après, derrière, c'est pas forcément des COMEX, mais il y a des collectifs de jeunes qui se sont créés dans pas mal de boîtes, Engie, la Société Générale, etc. En fait, j'ai travaillé avec ces boîtes-là et qui disent, en fait, voilà, il faut essayer de faire un regroupement pour donner la parole. Et je pense que les femmes, comme les jeunes, parfois, aujourd'hui, elles doivent oser prendre la parole. Mais comme les seniors également, les seniors nous disent aussi, on n'ose pas assez prendre la parole et donc parfois on est en marge. À cause de ça. Oui, c'est vrai. Kautar ? Alors, prendre la parole, oui. Je pense que la réserve là, ce dont on ne parle pas, c'est pourquoi ces personnes-là ne prennent pas la parole. C'est pas par la force du Saint-Esprit, c'est pas par inhibition, j'ai envie de dire. Ce que moi je vois quotidiennement avec les membres du club, avec les femmes que j'accompagne, c'est que celles ou ceux qui osent et qui ne font pas partie de ce moule se prennent une salve de conséquences, des représailles, qui fait que ça l'était eux et ça peut taire tous les autres en exemple. Est-ce que ce qui arrive souvent en conclusion, c'est que les femmes ou les personnes en minorité, quoi qu'il arrive,
doivent travailler sur elles. À chaque fois, on dit il faut travailler ceci, il faut se préparer à telle situation, il faut travailler la politique. Mais enfin, dans tout ça, on ne remet pas en cause l'organisation qui devrait se repenser, comme vous disiez finalement. Tout à fait. C'est un problème systémique et donc ça appelle des réponses systémiques. Et en particulier, que ce soit pour le COMEX, pour cette question initiale, il y a aussi ce point très important. Qu'est-ce que l'entreprise met en place pour garantir que la prise de décision soit juste, soit équitable, soit méritocrate, comme on en a parlé tout à l'heure? Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes dans les comités de décision? Est-ce que des femmes et de la diversité quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on s'assure que les décisionnaires n'aient pas de biais de genre ou biais d'âge? Toutes ces questions sont importantes et essentielles. Plus compliqué de ne pas avoir de biais, hein, ça on les constate tous les jours, Christine. Alors moi, je me dirais aussi qu'il faut apprendre à connaître l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut savoir, j'entends bien, et c'est tout à fait exact, je partage parfaitement votre point de vue. C'est juste que, en fait, la difficulté, et quand on est jeune, on ne se rend pas compte, il faut savoir qui est le décisionnaire. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se réfère à son supérieur hiérarchique. Mais, j'en reviens au discours, quel est le supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est un supérieur hiérarchique qui va vouloir faire évoluer la personne, ou celui qui va lui dire, bon, écoute, ton discours, il est super, attends, je vais le faire, quoi. Et du coup, il y a savoir, la difficulté que moi, je vois vis-à-vis de mes clients, c'est en même temps, il ne faut pas oublier son supérieur hiérarchique, parce qu'il ne faut pas négliger que si le supérieur hiérarchique n'est pas d'accord, bah, ça ne sera pas possible. Et arriver à savoir qui est décisionnaire. Moi j'ai l'impression que ça joue beaucoup là-dessus, parce que parfois on va vers quelqu'un, puis en fait, c'est pas la bonne personne. Il faut, quoi qu'il arrive, connaître son organisation et travailler sur soi et préparer. Et ça, on l'a dit, ça ira plus vite qu'attendre que l'entreprise change. Pierre, j'aimerais bien votre avis sur cette question. Je pense qu'effectivement, la relation qu'on a avec son supérieur, elle est indispensable. Et il y a aussi une part de chance là-dedans. Hein. On peut effectivement se mettre en avant, être dans les cercles, performer, avoir de bons résultats. C'est pas de la chance, c'est du travail. Ça, c'est du travail. Ouais. Mais il faut aussi avoir de la chance. Ouais. Je pense. On n'en parle pas, mais il faut aussi pouvoir avoir de la chance d'avoir un N+1 qui est à l'écoute, qui est bienveillant, qui va vous mettre en avant pour ce que vous savez faire, pour vos compétences. Voilà. Il ne suffit pas juste d'être très bon. Il faut aussi pouvoir être... il y a une part de chance. Hein, Oui, une organisation favorable, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'il faut être en accord avec sa marque et être sûr que l'organisation dans laquelle on est vous correspond bien. On va continuer à en parler dans un instant. Vous continuez à nous écrire avec vous à bfmbusiness.fr. Parler de tous ces sujets avec nos experts. On se retrouve tout de suite. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Toutes nos réponses à toutes vos questions que vous nous posez sur cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On est avec vous en direct jusqu'à 13h encore avec nos experts. Christine Artus, avocate associée au cabinet KNL Gates. Kautar Trojet, cofondatrice du Club de Pouvoir. Élodie Gentina, professeure à l'IESEG School of Management. Pierre Seznec, président de Rolakin. Une question juridique pour vous. Christine, Kevin nous écrit « Je suis commercial, j'ai commis un excès de vitesse pendant mon travail. Est-ce que je peux être licencié ?» Alors, donc, excès de vitesse n'est pas recommandé, parce que ça peut mettre en danger la vie d'autrui et sa propre vie, bien entendu. Donc, en soi, c'est une faute. Après, tout dépend des circonstances, en fait, comme toujours. C'est-à-dire que si c'est la 4e fois qu'on lui a déjà dit arrête, qu'on lui a mis un avertissement, qui met en danger lui-même l'entreprise, parce que c'est dans le cadre de son travail, donc il y a la responsabilité de l'entreprise d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Là, j'ai envie de dire, oui, un petit licenciement est nécessaire. Ouais. Après, si c'est la première fois que, en plus, il a mis en place, il a proposé une alternative pour pouvoir travailler, de conduire une voiture électrique sans permis, de pouvoir être accompagné, que ça ne perturbe pas. Il faut que c'est une incidence sur son travail. Donc, si il peut travailler et correctement, ça ne peut pas justifier un licenciement aujourd'hui. Ouais. Réponse donc à Kevin. On a
réaction sur notre adresse de Tony. Je pense que c'est pour vous, Élodie. J'ai 24 ans, je suis manager dans une entreprise suédoise de vêtements. Je viens de voir votre sujet concernant la Gen Z et le management. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut intégrer toutes les personnes concernées par les objectifs et leur donner du sens, du pourquoi ils font cela et dans quel but. Et c'est en donnant du sens et en les faisant participer qu'ils comprennent et qu'ils sont plus efficaces. Comme vous le disiez, c'est beaucoup de feedback, mais dans les deux sens, que ce soit les vendeurs, les managers, afin de se perfectionner, ça doit aller dans les deux sens. C'est aussi intéressant pour se développer. Pensez-vous qu'un jour, cela reviendra au management autoritaire ou alors ce ne sera plus d'actualité, nous demande Tony. Non, je pense que ce sera plus d'actualité. En fait, c'est clair qu'il faut sortir du cadre de l'entreprise pour comprendre ça. On est vraiment sur une démarche qui est très holistique, qui est très globale. Et on voit bien que dans la société, il y a déjà eu d'énormes mutations. Par exemple, voilà, 4e révolution numérique. Les jeunes aujourd'hui sont constamment avec leur smartphone. Et quand on est constamment avec un smartphone, on est dans la société de l'immédiateté. Et ça aussi, c'est la remise en cause de l'autorité. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils le disent, hein, on va plutôt croire Internet plutôt que l'expérience des anciens, les professeurs, l'école, nos managers, nos parents, la famille. Je ne dis pas que c'est bien, hein, c'est un constat. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une société qui est plus agile, qui est plus égalitaire. Notre société occidentale fonctionne ainsi. La relation qu'on a avec nos enfants, on est plus sur un système de collaboration et d'échange. Donc forcément, aujourd'hui, les jeunes attendent plus d'agilité dans l'entreprise. Et il a bien redit aussi cette quête de sens. Ce besoin de se dire en quoi je me sens utile le matin. Est-ce que mon travail, c'est une fin en soi, comme ça pouvait être le cas pour les anciennes générations où on acceptait les contraintes, on se levait le matin et il y avait une sorte de devoir de loyauté qui était très fort avec l'entreprise, ou est-ce qu'aujourd'hui le travail est un moyen de s'épanouir, avec toutes les questions liées à la santé mentale, qu'il y a autour de ça. Et on voit aujourd'hui que les jeunes recherchent de l'authenticité, dans l'entreprise, et ils recherchent un poste en adéquation aussi avec leurs valeurs et leurs attentes. Kautar, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'autorité, la verticalité va gagner, ou finalement ces générations qui vont finalement aller dans l'entreprise au fur et à mesure et qui vont demander ces valeurs-là vont l'emporter? Eh ben, l'air du temps va dans ce sens. Va dans ce sens, c'est ça. C'est-à-dire que d'ici, je crois, 2030, mais vous avez sans doute les chiffres, je crois que 50% de la masse salariale sera Gen Z. Donc, à partir de là, il y a un train qui passe, on le prend ou on le rate. Et donc, on a intérêt à aller dans le sens de ce progrès-là. Pierre, votre avis? Moi, je pense qu'on ne reviendra jamais au management directif. L'intérêt du management participatif, d'engager ses collaborateurs, c'est aussi ses sources de performance. Hein. Moi, je vois que dans l'entreprise, partager une décision, pouvoir se reposer ici sur ses équipes, sur leur avis, sur leur expertise, c'est un moyen de mutualiser le risque d'une prise de décision d'un manager. Ouais. Donc, c'est indispensable. Voilà. Christine? Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Mais simplement, moi, je fais des enquêtes internes pour harcèlement moral ou discrimination. Et ce qui est clair, par contre, c'est que le manager doit prendre la décision. C'est-à-dire que le participatif, on a vu des sociétés où en fait c'était tellement participatif que tout le monde venait avec ses idées et ça n'avançait pas. Donc 2 ans après, ils sont toujours au même point. Et en fait, le retour quand même des salariés, c'est oui participatif, mais avec option 1, option 2, voire option 3, mais à la fin, c'est le manager qui prend la décision parce que sinon, ça les inquiète et les angoisse. Finalement, ce qui est très, très étrange parce qu'on se dit ils ont tous envie de participer, mais en fait, quand on creuse le sujet, c'est qu'ils veulent participer, mais ils ne veulent pas nécessairement être celui qui prend la décision. Continuez à réagir à ces sujets. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Kautar. Oui, je pense que vous soulevez un point très important qui est aussi que quand il y a des crises, on n'a pas le luxe de demander et faire participer tout le monde. Et je pense que dans l'équipe de management, on doit aussi être très clair sur quel est le temps pour participer, quel est le temps pour agir et agir vite. Oui, ça dépend de la temporalité, vous avez raison. Pierre?
Oui, bon, pour moi, c'est une évidence. Et pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez solliciter les avis de vos équipes et puis vous restez maître de la décision. Pour moi, c'est complètement logique. Catherine nous écrit à ce sujet: j'accompagne des managers et des équipes. Certes, le management a changé. Il ne faut toutefois pas oublier que le manager doit exiger que les règles soient suivies. Les horaires, par exemple. Quand on parle de management bienveillant aux managers, ils sont perdus. Ils n'osent plus faire de remarques, gérer les comportements qui ne seraient pas OK. Important de leur dire que bienveillance et exigences sont compatibles. Élodie. Ouais, alors moi, ce que j'appelle ce terme un peu, et j'en ai parlé dans mon dernier bouquin, c'est le management par le vide organisé. Comme vous l'avez dit, voilà, alors cette fameuse entreprise libérée qui était un moment très à la mode, en fait, où les gens se sentaient perdus parce qu'il n'y avait pas de manager, c'est pas ce que réclament les jeunes. Hein. Même quand on leur donne, voilà, on dit à mes étudiants, bah, vous n'avez pas de prof et allez vous instruire et aller sur des cours en ligne, en fait, ils n'y vont pas. Non. Ils ont besoin d'un référent, ils ont besoin d'un manager qui donne des règles. Et donc, c'est ce qu'ils réclament. Ouais. C'est ça, le management par le vide organisé, c'est-à-dire que c'est un peu comme de l'éducation pour les enfants. On n'est pas sur de l'indépendance, on est sur de l'autonomisation. Donner, voilà, des règles, les encadrer, donner du feedback et puis en même temps leur permettre, voilà, de prendre des responsabilités, de prendre des initiatives et accepter de se tromper, laisser erreur. Christine ? Je suis parfaitement d'accord. Mais le constat, c'est que c'est vrai, les managers, et la question qui est posée est tout à fait judicieuse, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai noté qu'effectivement, les managers, comme il y a l'usage fréquent de harcèlement, les managers ont du mal à demander l'exigence. Il y a deux situations. On est manager, les salariés sont là, on doit les manager et effectivement avec bienveillance et dire ce qui convient bien, ce qui est à améliorer et on doit faire ce rôle de manager. Mais parfois, et c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi accompagner les managers, je trouve que le rôle de manager est venu très difficile et j'en connais qui m'ont dit, moi j'étais manager avant, je suis redescendue, je ne veux plus manager. Pierre. Oui, effectivement. Alors, de nouveau, pour moi, l'important, c'est de fixer un cadre, de fixer des objectifs qui sont clairs et partagés avec les collaborateurs. À partir du moment où les objectifs sont clairs, que la roadmap, le plan d'action est défini avec les collaborateurs, l'exigence, elle est assez naturelle. Il y a des indicateurs qui mesurent la performance par rapport à un plan d'action, et c'est sur cette base-là qu'on sanctionne ou qu'on récompense un collaborateur. Une question, je reste avec vous, Pierre, sur la PME. D'ailleurs, ça recouvre énormément de sujets, mais Sophie nous demande comment s'assurer que sa PME va continuer à se développer. Là, on est sur un autre registre, mais finalement, l'organisation des équipes, ça doit être un aspect des choses aussi. Oui, alors, comment on s'assure que sa PME continue de se développer ? Déjà, il faut avoir c'est ce que je disais, un plan d'action qui est clair, qui est partagé avec l'ensemble des collaborateurs. Il faut avoir des indicateurs pour mesurer la performance et la qualité des actions qui sont prises. Donc ça, c'est la base, on va dire. Le cadre dans lequel, effectivement, derrière, les collaborateurs peuvent s'exprimer, trouver des idées, continuer à développer, continuer à innover. Et je dirais que le deuxième pan, c'est innover, continuer à innover, être dans une démarche d'amélioration continue pour son entreprise. Donc c'est chaque collaborateur, à chaque niveau, doit être dans cette culture de l'amélioration continue, trouver des idées pour améliorer son poste de travail, trouver des idées pour améliorer son outil de travail, trouver des idées pour améliorer la réponse à un besoin client. Voilà, c'est être focus vis-à-vis des clients, être focus sur l'amélioration des outils et évidemment dans un cadre plutôt bienveillant. Dans un cadre bienveillant, par contre, dans un contexte économique et politique compliqué, notamment pour les PME, il faut aussi savoir se développer là-dedans. Souvent, dans des phases comme ça d'inquiétude, la croissance est remise en jeu. On demande à tout le monde de faire un peu le double du travail. On évite de recruter. C'est quand même pas si simple. Il y a des périodes quand même où c'est plus simple de penser à l'innovation et à ses équipes que d'autres, en fait. Il n'y aurait rien de pire que de ne pas penser à l'innovation, justement, dans ces moments de crise. C'est dans ces moments-là où il faut innover, se réinventer, se questionner, être à l'écoute des clients. Et puis, vous parlez de développement d'entreprise. Ouais. Il y a aussi faire attention à vos coûts. Et pour ça, c'est améliorer, faire de l'amélioration continue sur vos outils, sur vos process, pour être de plus en plus efficace. Et du coup, générer moins de coûts pour l'entreprise. Et du coup, investir cet argent que vous dégagez pour innover,
se développer et puis préparer l'avenir. Ne pas se laisser gagner par l'inquiétude ambiante. Vous avez raison de le dire. Après tout, c'est dans ces moments-là qu'on se teste le plus. Une question de Cathy. Je pense que c'est pour vous, Christine. On a souvent ce cas de figure. Je suis salariée d'une entreprise du service numérique depuis 10 ans, travaillant en régie aux ordres du même client, un grand groupe du CAC 40. J'ai changé plusieurs fois d'entreprise ESN pour travailler toujours pour ce client. Je vois mon commercial 2 fois par an, généralement pour des reproches afin de minimiser les augmentations et maximiser mon prix de revient et sa marge. Mon salaire est bien moindre que celui des internes, de 15 à 20%, sans compter les avantages que je n'ai pas. Sur beaucoup d'années, ça compte. L'évolution professionnelle inexistante et la considération de ma personne apparemment qui importe peu. Je trouve que la situation est injuste et peu loyale. Quels sont les recours ? Christine ? Alors effectivement, égalité de traitement. Ouais. Il y a une tendance au niveau des entreprises de penser que quand on a embauché un salarié à un moment donné et que c'était le marché, donc c'était il y a 10 ans, aujourd'hui on voit une inégalité entre ceux qui ont évolué la rémunération, l'augmentation de rémunération et ceux qui arrivent aujourd'hui sur le marché, notamment avec la jeune génération qui est beaucoup plus exigeante également là-dessus. Donc on arrive à des situations d'inégalité. Or, en fait, il faut réévaluer la rémunération parce qu'on a quand même cette obligation d'égalité de traitement au niveau de l'entreprise, que ce soit le salaire individuel, que ce soit les augmentations collectives ou individuelles. Individuelles, ça va être davantage sur les performances. Donc là, il faut effectivement des critères, des objectifs, de façon à pouvoir, à la fin de l'année, voir si les objectifs ont été remplis, donc une augmentation individuelle, et tout ce qui est avantage collectif. Là, on est sur quelqu'un qui travaille à l'extérieur de l'entreprise, finalement, un rapport avec le client et qui sont beaucoup moins bien traités. Par exemple, la situation s'est visiblement dégradée ces 10 dernières années. Est-ce qu'il ne faut pas simplement diversifier ses partenaires, se remettre en cause aussi, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, ça dépend de la relation. Est-ce que c'est un consultant ? Est-ce que c'est un intérimaire ? Parce qu'effectivement, les intérimaires, il y a une obligation d'avoir la même rémunération que si la personne était engagée dans l'entreprise. Donc, si c'est un consultant extérieur, oui, effectivement, d'abord, il faut renégocier avec son client. Et effectivement, ne pas être dépendante d'un seul client, c'est toujours à risque parce que le jour où il arrête, vous n'êtes pas en position de négocier, vous avez peur de le perdre. Et puis le jour où le contrat s'arrête, vous n'avez plus rien. Donc effectivement, il faut diversifier et puis il faut aller voir la personne. Oui, il faut aller voir, en discuter effectivement de cette situation que vous trouvez injuste. Un mail à nouveau sur le management, ça fait toujours extrêmement parler dans cette émission. Avec l'actualité politique mondiale actuelle, une approche plus brutale du management ne risque-t-elle pas d'émerger, portée par l'idée que celui qui parle le plus fort a raison, combiné à plus c'est gros, plus ça passe, au détriment de la bienveillance, du sens et de la justice, nous demande Ludovic. C'est vrai que le contexte international, l'arrivée de certains dirigeants à la tête de certains pays avec certaines valeurs, est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions finalement sur nos dialogues en entreprise et sur la façon dont le management est traité ? Et finalement, le retour de la verticalité, on est un peu encore dedans, Élodie. Ouais, je pense pas forcément. Ce que je pense, c'est qu'en fait, bien évidemment, la population est inquiète, notamment les jeunes. Ils sont extrêmement inquiets par rapport à leur avenir quand ils voient le contexte politique, la guerre, les attentats. Enfin voilà, ils parlent beaucoup d'éco-anxiété. Il y a des nouvelles formes d'anxiété et d'inquiétude qui sont en train de se mettre à l'œuvre. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils veulent, en fait, c'est vivre l'instant présent. Et donc ils ont beaucoup de mal plutôt à se projeter, à se dire, voilà, est-ce que je vais faire carrière dans la même boîte ? Comment je me vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ? Je ne sais pas, mais je vis l'instant présent. Et je pense aussi que justement, le contexte actuel, notamment la crise de la Covid-19 et toutes les conséquences que ça a pu avoir, aujourd'hui, c'est venu aussi réveiller chez les jeunes tous des questionnements liés à la santé mentale. On n'a jamais autant parlé aujourd'hui de santé mentale. Avant, pour les anciennes générations, c'était quelque chose de tabou. On ne pouvait pas parler de ces sujets-là. Voilà. Si on était déprimé, etc., c'était mal vécu et c'était vécu comme un acte de faiblesse. Aujourd'hui, les jeunes, ils en parlent beaucoup plus volontiers. On voit qu'il y a quand même 35% des jeunes qui sont éco-anxieux. Il y a quand même 1 jeune sur 3, pour donner quelques chiffres, qui se dit « je ne sais pas si demain, j'ai envie d'avoir des enfants ». Quand je vois le contexte dans lequel on est,
voilà, et dans lequel on vit. Donc, difficulté de se projeter, plutôt vivre l'instant présent et puis repartir dans le passé. Et aujourd'hui, ils disent aussi que l'entreprise, alors après, il faut voir au niveau bien évidemment du rôle, mais l'entreprise a aussi un rôle à jouer pour contribuer au bien-être de ses collaborateurs. Faire barrage à ces valeurs-là. Faire barrage à ces valeurs-là. Ouais. Et donc, l'entreprise doit être aussi, non pas uniquement un lieu de travail, mais un lieu de vie, un lieu de ressources dans lequel on a envie de se sentir bien. Et donc, travailler, travailler, hein, c'est quand on reprend le terme grec, il y a ergon, et puis travailler sous contrainte, et puis travailler sous l'épanouissement, le bien-être. Et donc, on a envie de se lever matin en disant j'aime mon job. Ouais. Ça peut être effectivement dans l'organisation qu'on trouve un sens à son travail, pour peu que cette organisation ait bien compris ce rôle-là. J'ai quand même envie de me tourner vers vous. Ces valeurs qui reviennent, cette verticalité, disons le mot, ce masculinisme parfois. Est-ce que ça va se sentir dans l'entreprise, Kautar, sur vos clientes par exemple, ou est-ce que l'entreprise, justement, va servir de protection à ces valeurs qui reprennent de la vigueur ? C'est une très bonne question. On le voit déjà dans certaines grandes entreprises américaines où, en fait, ce qui se passe au niveau géopolitique va donner envie aux décisionnaires, aux gens au sommet de la hiérarchie, de s'aligner vers ce courant-là. Donc, je pense qu'en fait, la responsabilité, elle est là et elle est dans les mains des chefs d'entreprise, des COMEX. C'est à eux d'incarner cette culture que l'on souhaite maintenir, culture de diversité, de RSE, etc., de bienveillance. C'est à eux de l'incarner et d'être justement les garants de ce qu'on souhaite protéger ici, en particulier en Europe. Pierre, qu'en pensez-vous ? Oui, on a un rôle, on est rôle modèle, comme je le dis souvent. Donc on a un rôle d'exemplarité vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs. On se doit de dire ce qu'on fait et puis faire ce qu'on dit, clairement. Donc c'est extrêmement important. Voilà, on est le premier représentant de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs. Et moi, vis-à-vis de mes managers, je leur demande d'avoir la même exemplarité vis-à-vis de leurs collaborateurs. Qu'en pensez-vous, Christine ? Alors moi, je découvre, par rapport aux décisions de Trump, les États-Unis, je m'inquiète un peu sur les répercussions en France, dans le monde, mais en France. Par exemple, après, je trouve qu'il ne faut pas non plus être anxieux, surtout si on veut s'en sortir, on s'en sort. Il y a eu des crises et après, on a toujours remonté la pente. Mais finalement, il y a déjà des groupes français, des sociétés françaises, donc filiales de groupes américains. Donc, qu'est-ce qu'a fait Trump ? Deux décisions. Une décision qui est sur le climat. Bon. Mais par rapport aux entreprises, une décision, il a annulé tout ce qui était diversité. Ouais, RSE, exactement. Ouais. Et avec des contraintes. Et donc, clairement, la politique, ça a été les entreprises qui ne respectent pas ces règles seront punies. Donc, clairement, c'est un peu une chasse aux sorcières pour moi. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que les sociétés mères aux États-Unis, qui ont des filiales en France, comme on a vu sur d'autres sujets, elles sont obligées d'imposer à leurs filiales à travers le monde les règles décidées par le gouvernement, le président américain. On n'a pas de réglementation européenne qui nous protège de ça ? La difficulté, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui ont, c'était à peu près vers le 13 février, qui ont pris la décision de réfléchir autour de... Il ne peut plus y avoir de diversité, de groupes Women in the Profession, etc. Il faut que ce soit des groupes ouverts. C'est la compétence qui est mise en évidence. Il n'y a plus de discrimination positive. Donc, c'est la compétence. Donc, déjà, le terme diversité est quelque part à bannir. Donc, on voit des entreprises qui hésitent. Il y a quelques entreprises filiales françaises qui ont déjà décidé de supprimer ces comités. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, je pense qu'il faut réfléchir. C'est important, c'est quelque chose qui a été construit depuis très longtemps. Mais la difficulté que rencontrent ces filiales françaises, c'est la maison mère
qui est obligé d'imposer à ses filiales. Oui, on suivra ce dossier, parce que ça va avoir des conséquences a priori. Je pense aussi qu'il ne peut pas ne pas se ressentir dans certaines organisations. Je vois la confiance que vous affichez et voilà, sur le rôle de l'entreprise, mais toutes les entreprises ne traitent pas les choses de la même façon. Pour vous, Élodie, Cassandra nous demande comment favoriser la collaboration et l'apprentissage mutuel entre les générations. C'est vrai, on va s'appuyer déjà sur ce genre de pratique pour avoir de l'espoir. Alors déjà, il n'y a pas forcément de boîte à outils, ce serait trop facile, on travaille sur l'humain. C'est pas comme si on était sur des business models en disant voilà, t'appliques tel et tel outil et ça marchera demain. Ouais. Je pense que déjà, le premier point, c'est arrêtons d'avoir des stéréotypes et des préjugés sur chacune des générations. Ça, c'est important, parce que très souvent, on tend à utiliser des autoroutes cognitives, c'est hyper facile, et on tend à avoir des préjugés, des stéréotypes, on reste sur ces préjugés-là, et donc on ne cherche pas à comprendre l'autre. Voilà, donc apportons un nouvel éclairage, en disant que les seniors, ils ne veulent pas forcément aller à la retraite, mais qu'au contraire, ils ont peut-être envie de continuer à travailler et qu'ils apportent beaucoup de choses dans l'entreprise. Les jeunes, idem, quand on leur dit qu'ils sont rebelles, qu'ils remettent en cause l'autorité, il y a peut-être qui sont zappeurs, peut-être qu'il faut se questionner sur la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, les choses évoluent beaucoup. Oui. Et donc, il y a des contre-exemples. Donc, on est vraiment dans de la complémentarité. Donc, d'abord, assurer un dialogue. Voilà, même si Trump, inclusion, diversité, c'est aussi le management intergénérationnel où les entreprises viennent beaucoup nous questionner là-dessus. C'est ça, c'est vraiment aller sur l'inclusion ensemble, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe le genre. Et puis après, il y a des outils comme le mentoring inversé, mettre en place des groupes de discussion, des ateliers intergénérationnels, le job sharing, partager un job ensemble, à deux, même intergénérationnel. Donc il y a des outils qui peuvent aider pour favoriser la collaboration et le management intergénérationnel en entreprise. Continuez à réagir à ces sujets. Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Pierre, vous avez 2 entreprises, vous nous l'avez dit, chez Rolakin. Est-ce que vous arrivez à mettre en place ce genre de management et de partage entre les deux bouts de la carrière, les 2 générations ? On a un écart d'âge assez faible dans le groupe. Ouais. Cependant, on l'encourage. Alors, on ne désigne pas typiquement une génération ou une autre. On a plutôt tendance à encourager le travail en équipe. Donc, dans chaque département, en fait, l'ensemble des équipes travaillent ensemble sur différentes thématiques. En informatique, par exemple, vous avez régulièrement un développeur junior et un développeur senior qui travaillent ensemble sur le même sujet. Ça permet de transmettre une compétence, de s'assurer aussi qu'ils sont 2 sur un sujet, d'apporter de nouvelles idées aussi. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'on travaille chez 1, 2, 3 Roulement. Mais on n'a pas de politique volontaire, on désigne pas nécessairement une catégorie d'âge ou certaines personnes dans l'entreprise pour... Kautar, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai travaillé dans ce genre d'entreprise. J'ai fait de l'informatique dans la première partie de ma carrière et c'est vrai que c'est le genre d'outils qui permettent, quand ça se passe bien, de faire de la transmission de savoir. Après, ça pose d'autres questions sur à quel point c'est reproducible, à quel point... Qu'est-ce qui fait qu'il y a finalement pas trop d'écart d'âge dans l'entreprise ? Ça, c'est pas à moi d'y répondre. La situation dépend effectivement du modèle d'entreprise. Élodie ? En fait, il faut arrêter de sillonner et de parler uniquement de génération. Quand on parle d'intergénérationnel, c'est pour ça qu'en fait, notre bouquin avec Jérémy Lamry, on l'a intitulé « Le défi du management intergénérationnel ». On n'a pas parlé de multigénérationnel, parce qu'on n'est pas sur plusieurs générations, il faut dépasser ça et se dire mais vraiment comment travailler ensemble au-delà du critère d'âge. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est l'âge chronologique, quel âge j'ai, ou l'âge subjectif, quel âge je sens avoir ? Parfois on voit des personnes qui ont 50 ans, qui ont des jeunes à la maison et donc qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres personnes qui peuvent avoir 30 ans et qui pourtant, l'âge chronologique est plus jeune. Donc il faut vraiment dépasser ça et mettre en place non pas un management qui est, je dirais, segmenté par l'âge, mais plutôt un management qui est vraiment sur l'inclusion et qui cherche à inclure tout le monde. Et on voit que quand on arrive à faire travailler des gens ensemble, on est sur du transfert de compétences. Et la compétence, c'est les hard skills, les soft skills, les math skills. Il y a plein de compétences aujourd'hui.
Et donc voilà, comment transmettre ensemble plein de compétences qui peuvent être différentes. Ça, c'est très riche. On va voir que les ressentis sont très, très différents sur la façon dont on est managé. Notre question du jour, vous sentez-vous mieux ou moins bien traité par vos managers que vos collègues en entreprise? Ça dépend complètement, les réponses du réseau social. Moins bien traité est en grand nombre sur X, mais traité de manière égale en grande majorité sur LinkedIn, ce qui est plutôt bon signe, on l'a dit, et sur Instagram, mieux traité à 20%, moins bien traité à 36%, traité de manière égale à 44%. Vos réponses sont très intéressantes. La question de demain, est-ce que le télétravail pour vous fait partie des conditions essentielles proposées par votre employeur? Est-ce que ça a encore de l'importance quand vous entrez dans une entreprise? Vous nous répondez avec vous à bfmbusiness.fr et on prendra en compte évidemment vos réponses. On remercie nos experts du jour, Christine Artus, Kautar Trojet, Élodie Gentina, Pierre Seznec. Merci beaucoup d'être venus dans cette émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli et notre site. Je vous retrouve tout à l'heure pour BFM Crypto et en attendant, passez une bonne après-midi sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.